En direct de la scène musicale pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Paris Radio Show. En direct sur connectonair.com. Avec Broadcast Associés. L'interview sur Connect On Air. On retrouve tout de suite en direct du plateau du Paris Radio Show Olivier Rioux et son invité. Tout à fait. Bienvenue Olivier. Bonjour. Olivier, enchanté. Olivier Ouramdam, vous travaillez pour Audio Means. Alors on parle de podcast radio, Paris Radio Show. Le podcast aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait que l'audio fonctionne de façon extraordinaire, on va dire. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont envie de s'exprimer, il me semble. En tout cas, qui ont la possibilité de s'exprimer. Il y a à la fois énormément de gens qui écoutent. C'est-à-dire que les usages sont en train d'exploser et effectivement beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer parce que c'est très accessible et il y a beaucoup de gens qui peuvent se mettre au podcast en tant qu'indépendants et proposer vraiment des expériences audio très intéressantes pour différents publics. Alors Audio Means fait de l'hébergement, de la distribution, de la monétisation de podcasts. Racontez-nous tout. Alors Audio Means, c'est une société que j'ai créée avec mon associé Mickaël il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On est une toute jeune société française dans ce domaine donc, du podcast parce qu'on a vu que ça évoluait beaucoup et qu'il y avait besoin de solutions. Et on est une solution technologique. Nous, on est un enabler pour les gens qui créent des contenus, qui éditent des contenus audio on demand pour leur permettre de les distribuer de la manière la plus efficace possible et de les monétiser de la manière la plus efficace possible sur l'ensemble des environnements. Donc on travaille avec tous les gens qui font de l'audio on demand, c'est-à-dire qu'on va aller adresser des podcasteurs, vraiment des gens qui ont décidé d'éditer un podcast presque pour leur plaisir, et il y en a de plus en plus, comme on le disait. Et puis on va aller aussi travailler avec des gens qui font ça de manière plus professionnelle, qui font ça pour vivre. Donc ça peut être des gros podcasteurs, des studios de podcast, des éditeurs, des médias qui se mettent de plus en plus à l'audio, même si originellement ils ne sont pas de ce secteur de l'audio, et puis des radios. Donc on travaille vraiment avec tous les acteurs de la chaîne. Mais petite question, vous me dites que c'est une jeune société qui a 2 ans, ça vous est venu comment cette idée? C'était sur un coin de table, un apéro avec votre associé en disant tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Mais d'un coup, c'est l'idée de se dire on va créer quelque chose, mais en apportant quelque chose de nouveau à ce qui se fait déjà. Vous aviez une idée bien particulière en tête? Bien particulière. Voilà. Alors, nous, on est des serial entrepreneurs. On a eu plusieurs boîtes avant et on est dans l'univers du digital, de la distribution de contenu. La boîte qu'on avait avant, c'était une boîte dans la vidéo publicitaire. On travaillait déjà avec beaucoup d'éditeurs, le contenu, la monétisation. Et quand on a cédé cette entreprise, moi, j'ai regardé un petit peu les différents segments dans le digital et dans les médias qui bougeaient et j'ai vu en fait ce qui était en train de se passer 2018, 2017, 2018 aux États-Unis autour du podcast natif et du début de la monétisation du Dynamic Ad Insertion, Lost Thread, et on voyait vraiment qu'on était en train de passer d'une activité qui était un peu une activité promotionnelle de visibilité à un vrai business. Et donc je me suis intéressé à ce segment de marché et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai vu ça, c'est la manière dont étaient distribués les podcasts avec cette technologie de flux RSS qui fait que quand on met à disposition son flux RSS, il est disponible pour tout le monde. Alors c'est super parce que c'est interopérable et ça permet de donner accès dans plein d'environnements à ces contenus, mais du point de vue de l'éditeur, c'est gênant pour la maîtrise de son catalogue et la maîtrise de ses droits. Et donc nous, on est arrivé en se disant on va créer un hébergeur et un outil de distribution qui va redonner la main aux éditeurs et aux créateurs pour pouvoir contrôler leur catalogue et savoir où et quand il peut être consulté et par qui. Et donc on a créé une feature qui est totalement innovante qui s'appelle la distribution sélective qui va permettre à quelqu'un qui édite un flux RSS de podcast de référencer son flux RSS partout, mais pourtant de choisir une véritable chronologie en disant mes épisodes, ils vont être disponibles en exclusivité pendant 7 jours sur telle plateforme, puis ils vont être en hyper-distribution, ou alors je réserve mon catalogue uniquement à tel partenaire, et tout ça à partir des mêmes technos qui étaient utilisés avant.
Donc c'est avec cette idée qu'on est arrivé dans cet univers. C'est le petit plus qui vous est dit, on va pouvoir faire la différence entre la société qu'on est en train de monter et les sociétés qui existent déjà, qui proposent un produit. Nous, on en propose le petit plus supplémentaire. Et en fait, après, on débobine la ficelle. C'est-à-dire qu'on met en place une architecture qui permet de faire ça. En faisant ça, on est obligé de très très bien comprendre les environnements sur lesquels sont écoutés les fichiers audio qu'on envoie, avec des technologies de fingerprinting qu'on a mis en place, ce qui nous permet, cerise sur le gâteau, d'avoir des analytics qui sont beaucoup plus précises. Les gens du podcast savent que c'est très compliqué, la mesure podcast, et que c'est très compliqué d'avoir une vision exhaustive de là où sont consommés les contenus. Nous, avec notre techno, on arrive à moins de 2% d'écoute indéterminée, là où généralement on est à 40-50% d'indéterminé, parce qu'on a été obligé justement d'avoir ce tracking des sources qui est très 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 précis. Donc ça, c'est le deuxième avantage qu'on offre. Et ensuite, une fois qu'on a dit qu'on voulait permettre aux éditeurs et aux créateurs d'avoir la main sur leur contenu et de savoir vraiment où ils sont disponibles et à quel moment, on peut mettre en place des stratégies de monétisation beaucoup plus efficaces. Et c'est là qu'on a construit à la fois une stack publicitaire pour pouvoir publier ces podcasts, insérer de la publicité dans les épisodes, pareil, en pouvant discriminer suivant les plateformes d'écoute. Est-ce qu'il va y avoir de la pub ou pas? Est-ce qu'on va mettre deux pré-rolls, un seul pré-roll, avec une grande versatilité et dans une approche très très ouverte, puisqu'on travaille avec plein de régies partenaires et on est capable de les brancher sur les podcasts. Il y a des enchères en permanence en fait. Il y a des enchères en permanence. On est capable de mettre en concurrence les régies pour vraiment maximiser la valeur pour les éditeurs. Et ensuite, avec cette maîtrise de la distribution des contenus, on a construit toute une stack qui permet de faire du podcast transactionnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer vos podcasts sur toutes les plateformes, toujours, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, mais les réserver à certains utilisateurs. Soit derrière un paywall, c'est-à-dire que vous allez dire, si vous voulez accéder à ce contenu, vous devez vous acquitter d'un paiement. Alors ça peut être un paiement à l'acte si je veux débloquer une série audio, une formation en 10 épisodes par exemple, ou alors un abonnement, si c'est un contenu riche et qui est mis qui est enrichi périodiquement. Et puis vous allez pouvoir aussi ne pas faire payer, mais réserver l'accès à des gens que vous aurez sélectionnés, aux collaborateurs d'une entreprise, à des abonnés. On a des clients éditeurs, pour ne pas les citer, Gamecult. Ils ont fait des podcasts qui sont réservés à leurs abonnés. Et à travers notre techno, ils permettent à leurs abonnés de débloquer l'accès à ces contenus audio sur l'appli de leur choix, juste en renseignant leur email. Sur l'appli de leur choix, donc ça veut dire que je peux référencer, si j'ai bien compris, que j'ai bien suivi, mon podcast sur Spotify. Oui. En revanche, il va se déclencher de façon peut-être complète uniquement si je fais partie d'une liste. Exactement. Et l'autre auditeur aura peut-être que les toutes premières minutes. Exactement. Ou quelque chose comme ça. Il aura soit génial. des teasers, soit des extraits. C'est génial. Moi, la question, les deux questions que je vais poser. Attention, vous êtes prêts? Je m'attends au pire, là. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Alors, combien ça coûte? C'est un abonnement SaaS. Donc c'est vraiment un abonnement mensuel qu'on facture à nos clients. Après, ça commence à 49 € par mois sur les offres d'entrée. Ensuite, ça se sophistique en fonction de la volumétrie, nombre de podcasts, nombre d'écoutes mensuelles qu'on va traiter, et aussi en fonction des features qu'on va ajouter. Donc après, on a des plans qui peuvent être plus chers, mais on a un plan d'entrée de gamme dès 49 € par mois. Et les plans les plus chers, c'est ceux qui rapportent le plus. Et est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent comme ça? Et les gens, on gagne de l'argent puisque... Vous, oui. Nous, on gagne de l'argent, mais les podcasteurs et les éditeurs gagnent de l'argent puisqu'ils peuvent monétiser leur podcast beaucoup plus efficacement et puisqu'ils valorisent leur catalogue dont ils gardent la capacité de le restreindre, de pouvoir le republier, de faire, par exemple, ce qu'on connaît très bien dans la télévision, une diffusion payante pour commencer, quand le contenu est très frais, très exclusif, puis une diffusion gratuite monétisée par la pub. Tout ça est devenu possible grâce à notre techno, alors que ça n'existait pas avant. Donc on peut vraiment avoir des technologies, des stratégies de monétisation tout à fait innovantes. Ou le contraire, d'ailleurs, de proposer des choses gratuitement au début pour justement attirer les... On peut avoir des stratégies freemium, où on met au début des choses gratuites et puis on engage dans du payant, ou le contraire.
Exactement. Ce qu'on disait tout à C'est l'heure à la avec carte. Ce que fait Canal+, très bien, par exemple, avec ses Exactement. séries. Le premier épisode est On sur YouTube reconstitue tout en cette ça. intégralité. C'est pour ça que j'emploie le terme de chronologie tout des à médias, fait, parce qu'il est emprunté à ce média audiovisuel, la télé, qui a su très bien définir ces différentes périodes d'exploitation des mêmes droits pour en tirer le maximum de valeur pour les producteurs et pour les éditeurs. Et aujourd'hui, il y a une insertion publicitaire qui est faite directement server-side. Donc j'écoute en streaming, on m'intègre une publicité qui va passer en début, en milieu, en fin, peu importe, qui va mourir avec la fin de mon écoute. En revanche, si je suis abonné au podcast et que c'est une application telle que Apple qui va télécharger le podcast, là, forcément, il n'y a plus de server-side puisque j'ai téléchargé l'audio. Aujourd'hui, c'est quoi la proportion de gens qui écoutent vraiment sur Spotify? C'est forcément du streaming, sur Forcément, sur Deezer, c'est forcément du streaming. Il y a de plus en plus de streaming. On a une idée aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui téléchargent? Il y a peu de gens qui téléchargent. Il y en a de moins en moins, donc c'est mieux pour la commercialisation. Il y a du download, il y a toujours du download, mais généralement avec une écoute simultanée. D'accord. C'est ça, c'est devenu 80-85% des écoutes. Donc c'est bien pour le marché, ça? C'est très bien pour le marché parce que ça permet vraiment de faire des nouvelles stratégies pub qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Tout à fait. C'est toujours bien pour rapporter de l'argent, parce que c'est vrai que c'est un peu là le terme, là, le podcast, effectivement, ça explose partout, tout le monde a envie de se lancer, et c'est justement là un petit peu le nerf de la guerre quelque part. C'est malheureusement l'argent, ce que ça coûte, ce que ça peut rapporter. Est-ce qu'on étudie un petit peu le business plan et avoir la bonne idée de se dire il faut au moins que j'ai la bonne idée, si ça me coûte un petit peu et puis que ça peut me rapporter un petit peu, voilà, si c'est juste pour s'amuser. Et c'est voilà pourquoi j'ai posé les questions, parce que c'est effectivement le nerf de la guerre actuellement. Et ça arrive. 2 remarques par rapport à ce point-là. Première remarque, la pub. La pub, elle croît énormément dans l'univers du podcast. Moi, je vois le nombre d'annonceurs, le nombre d'agences qui maintenant intègrent la dimension podcast dans leur stratégie, de plus en plus important. Donc ça veut dire que quand on a un podcast qui a du reach, je précise ça, c'est important, les stratégies publicitaires sont désormais pertinentes et vont l'être de plus en plus. On le voit aux États-Unis où la croissance du marché publicitaire est de 30-40% par an en ce moment sur le segment podcast. En revanche, pour faire de la pub, il faut toucher beaucoup de gens. La monétisation publicitaire, c'est pour des gens qui font 40, 50 000, 100 000 écoutes par mois. On est sur un CPM de combien en moyenne? On est sur un CPM de entre 10 et 15 euros aujourd'hui. Ouais. En audio ads, ce qu'on appelle les audio ads, c'est-à-dire c'est les agences qui fournissent les créas. Donc ça, sans gré à gré, on peut être sur des volumes comme ça? Ouais. On peut tout à fait 10, 15, ouais. Et en host-read, c'est-à-dire c'est quand le podcasteur produit lui-même l'annonce publicitaire pour le compte d'un annonceur, là on va monter 40, 50, 70, 80 euros CPM. Alors bien sûr, on est sur des volumes moins importants, mais on est sur des valeurs très qualifiées finalement. Et il y a des gens qui vivent très bien aujourd'hui. On a des clients qui vivent très bien de leur podcast grâce à des stratégies host-read. Mais il faut faire beaucoup d'écoute. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une deuxième corde à son arc pour des podcasts qui sont plus niches, qui sont sur des publics très engagés, mais moins nombreux. La stratégie du payant peut être très, 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 très intéressante. Et on voit que de plus en plus de podcasteurs qui sont sur du coaching, sur de la formation, sur des choses qui se rapprochent plus de l'animation de communauté, arrivent à faire des choses, des performances vraiment intéressantes et plus intéressantes qu'avec la pub, avec des stratégies payantes. Est-ce que je fais une petite question encore, hein, très néophyte, moi, voilà. Est-ce que je peux choisir qui communique sur mon podcast ? C'est-à-dire si effectivement j'ai pas envie d'avoir... Bien sûr, il y a des systèmes de blacklist, il y a des systèmes de whitelist quelquefois, mais qui sont moins pertinentes, mais bien sûr. Je fais une émission religieuse, j'ai pas forcément envie que Durex se communique pendant mon émission. C'est un univers où les podcasteurs sont très sensibles à ça, c'est des contenus dans lesquels ils mettent beaucoup de cœur, et donc effectivement les systèmes de filtrage, notamment sur ce qu'on appelle les catégories IAB, on peut filtrer et dire que telle ou telle catégorie, par exemple la finance, par exemple l'énergie, n'est pas éligible à la monétisation du podcast. Tout à fait. Et j'avais une question sur Spotify, YouTube. Ouais. Les producteurs de musique ont décidé avec le temps que c'était bien de faire des chansons qui durent entre 2h30 et 3 minutes, histoire d'avoir de plus possible d'écoute. Aujourd'hui, on n'a pas un single d'un artiste qui fasse plus de 3 minutes, pour une raison simple. Parce qu'à partir du moment où 30 secondes sont écoutées, ils sont rémunérés. Et plus la chanson est courte, plus on va l'écouter 2 fois. Si elle fait 7 minutes, je l'ai écoutée qu'une fois. Si elle fait 2 minutes 30, je l'ai écoutée 3 fois pour 7 minutes. Est-ce que dans le podcast, il y a une durée idéale pour réussir
son développement, sa monétisation? Est-ce qu'il faut être plutôt court, plutôt long, ou est-ce qu'il n'y a pas de règles? Moi, je dirais il faut d'abord, de toute façon, pour la monétisation pub, qui est le sujet que vous abordez là, le plus important, c'est créer de l'audience. Pour créer de l'audience, il faut avoir une durée optimale. C'est quoi la durée? Et la durée optimale, elle est entre 20 et 40 minutes. D'accord, donc c'est du long. C'est du programme long. C'est long quand Parce même. qu'il faut engager, il faut avoir des choses à dire. Le truc qui est juste du snacking, ça passe, mais dans ce cas-là, il faut publier énormément. Si vous faites un contenu 5 minutes, il faut publier tous les jours. D'accord. Si vous êtes sur du hebdo ou sur du 2 fois par mois, là, il faut avoir un contenu qui est plus dense. Et moi, je recommande vraiment entre 20 et 40 minutes, c'est-à-dire un trajet de commute. Un trajet de voiture, d'aller travailler, pas de métro, de RER, de vélo. Alors, ça trajet moyen. Ah oui, mais là, vous parlez sur Paris. Moi, je sais que je passe 5 minutes de trajet en Provence. Vous êtes bien chanceux. La moyenne voilà. Non, mais alors, justement, est-ce que c'est pas un petit peu trop centré, justement, sur les grosses villes où on se dit, on fait des podcasts de Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des publics urbains et ouais. ultra connectés dans le podcast. C'est vrai que c'est en train d'évoluer, mais aujourd'hui, c'est eux qui surconsomment. Ceci explique cela. Donc. Il peut y avoir une relation. En revanche, les contenus au-delà d'une heure, je déconseille. Oui, c'est vrai que ça décourage un peu les utilisateurs quand ils voient qu'il va falloir s'engager pour 1 heure pour avoir le contenu. On s'aperçoit qu'on a une courbe où là, on a moins d'engagement. Mais c'est moins dangereux de ne pas être écouté jusqu'au bout que sur YouTube, par exemple, où on n'a pas d'algorithme qui derrière regarde la durée moyenne. Ou est-ce qu'on est déclassé aussi dans les... Non, il n'y a pas cette logique sur les podcasts aujourd'hui. Non, il n'y a pas cette logique. Non. C'est pas encore arrivé. C'est le jour où ça arrivera, on verra bien s'il faut vraiment 20 ou 40. C'est en pleine ébullition et ça change tous les jours. C'est ça qui est passionnant dans cet univers d'ailleurs. Donc Audiomins, si vous avez plein de contenu, ou peu, à partir de 49 €, et après en fonction des plans, si vous voulez cibler Spotify pendant 3 semaines, j'imagine que là ça commence à être un petit peu plus onéreux, mais en même temps c'est une option que les autres n'ont pas, donc ça se mérite. Exactement, donc sur notre site audiomins.fr vous avez tout ça qui est expliqué en détail. Et sur le salon ici à la scène musicale. Et sur le salon dans la démo zone côté podcast. Jusqu'à demain. Merci beaucoup Olivier. de votre accueil. Et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Connectonair.com. Connect on Air.